Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui les enfants, nous allons tester le contenu de cette petite boîte. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? Une clé USB ou un petit gadget comme ça? Non, il y a dans cette petite boîte une console de jeu capable de faire tourner toutes les consoles, allant littéralement de la console la plus basique jusqu'à la PlayStation 1 incluse. Oui, dans un petit machin comme ça. Aujourd'hui on teste la RG Nano, la console porte-clés. Mais est-ce qu'un produit aussi petit n'est-il pas un peu problématique pour jouer confortablement à des jeux vidéo? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans le test. Tout de suite, c'est parti. Un grand merci à LitNXT qui m'a envoyé ce petit produit. Je le précise au passage, la RG Nano est vraiment une console minuscule. Regardez-moi ça, cette boîte ferait presque plutôt penser à celle d'un accessoire qu'à celle d'un produit complet. Et pourtant elle est là, devant moi, devant mes yeux émerveillés et ébahis. Alors la RG Nano, vous pourrez vous la procurer en plusieurs capacités de mémoire et avec 3 couleurs différentes. Ils m'ont donné le choix, moi j'ai pris la bleue et le stockage en revanche c'est eux qui m'ont envoyé d'office la version 128 Go. Et vous verrez que à l'usage, moi je vous conseillerais plutôt de faire l'économie de cette version-là et de prendre celle plus simple, 64 Go, moins chère. Et vous allez comprendre pourquoi pendant le test. Alors, allons-y pour le déboîtage, c'est très joli. On a un petit manuel d'utilisation qui est tout basique. Voilà, c'est vraiment juste pour nous expliquer les différentes touches. Un côté en anglais, l'autre côté en chinois. On a un nano qui permet de s'en servir comme un porte-clés, parce que c'est vraiment comme ça que le produit est vendu, et ça a du sens, vous allez comprendre pourquoi. C'est bien fait parce que c'est des mousquetons de chaque côté. Regardez-moi ça, hop là. J'aime beaucoup ce genre de système. Ici, dans le petit compartiment, on a, j'imagine, j'ai pas ouvert, mais on va regarder ensemble, le câble de recharge en USB-C. Ah non, pardon, il y a deux choses, vous voyez, j'ai bien fait de regarder. Donc on a le câble de recharge en USB-C, voilà, qui est plutôt quali, même s'il est très court. Et regardez, on a un adaptateur pour brancher une prise jack, donc des écouteurs filaires. C'est bien. Ça me rappelle l'époque de la Game Boy Advance SP, où il fallait un adaptateur aussi pour brancher les casques en prise jack. Et donc, la petite console en elle-même, regardez-moi ça, très soigneusement emballée, avec un petit bout de mousse qui protège l'écran et qui vient se positionner sur les boutons comme ça. C'est bien foutu. Allez, maintenant on va regarder la console de plus près. Donc comme son nom l'indique, la RG Nano est toute petite. Et je trouve qu'elle est vraiment sympa en bleu. Mais la première chose qui me frappe, c'est qu'en dépit de sa petite taille, et du coup de son petit prix, ça coûte une soixantaine d'euros la version 128 Go, et ben cette console elle est super quali. Tout le châssis est en aluminium anodisé, brossé absolument magnifique. Il n'y a pas de pièces plastiques à part les boutons. Même la dalle d'écran est en verre trempé, en verre 2,5D en plus, avec un petit relief. C'est vraiment ultra premium pour un petit machin comme ça. C'est assez surprenant. Donc les boutons, eux, évidemment, sont en plastique. Alors, ils ont beau être rikiki, on a quand même une vraie croix directionnelle avec une bascule. Donc voilà, ils n'ont pas fait d'économie sur la qualité des boutons. Par contre, les boutons ABXY sont archi proches les uns des autres. Et autant pour appuyer sur les deux du bas en même temps, par exemple, ce ne sera pas un problème. Autant appuyer sur ces deux-là en même temps sans venir appuyer sur ces deux-là, ce sera très compliqué. Ce qui pour moi va réserver ce produit surtout aux jeux 8 bits type Game Boy et Game Gear. Tout le reste risque d'être un petit peu à l'étroit. On a quand même néanmoins des boutons L et R, mais on n'a pas L2 et R2. Donc pour l'émulateur de Play, il faudra faire gaffe au niveau des boutons. Pas de batterie amovible comme sur la Miu Mini par exemple. Ici sur le côté, on a le bouton Power et la fente pour mettre donc la carte mémoire qui est fournie ici de base à 128 Go. De l'autre côté, rien du tout. Sur le dessus, on a la fameuse prise USB, donc qui est OTG a priori, puisqu'on peut au moins y brancher un casque audio, donc c'est déjà pas mal. Voilà. Et écoutez, après, Select Start, le haut-parleur sur le dessous, avec une grille métal qui est très quali aussi. Et donc ici, la boucle, évidemment, pour mettre le système de porte-clés. Comme porte-clés, ce sera peut-être un petit peu lourd, parce que forcément, comme c'est tout métal et verre, ça pèse, c'est logique. Mais par contre, ça s'esquintera pas vite, parce que c'est pas du plastoc. Donc voilà, il y a du bon et du mauvais. Moi, je suis un petit peu dubitatif, parce que je trouve que c'est un peu gros et un peu lourd pour faire un porte-clés. Du coup, c'est un peu trop petit pour être une console et un peu trop gros pour être un porte-clés. Mais bon, on va l'allumer et voir déjà si on arrive à jouer dessus d'une manière confortable. C'est parti.
La première chose qu'on voit quand on allume la console, c'est cette petite horloge et il n'y a aucun moyen de la bypass. C'est un petit peu pénible parce qu'elle n'est pas super jolie et elle ne sert pas vraiment à grand chose. Et c'est en appuyant sur Start qu'on arrive sur la vraie interface de la console. Et cette interface, elle va vous sembler familière parce que c'est exactement la même que celle qu'on avait sur les Beat Boy. Alors, c'est très petit, hein, vous voyez que c'est pas évident à lire. On voit tous les émulateurs ici avec des petites cases. On peut naviguer dans une liste de jeux. Hein. Tiens, je vais aller sur les jeux NES par exemple. Voilà, donc là on voit toute la liste des jeux. Tac, 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 tac. Mais en termes de confort, on repassera. Hein. C'est pas topissime. Vous noterez aussi qu'on retrouve cette fâcheuse tendance qu'ont les constructeurs chinois à nous numéroter les ROM. Ce qui fait que là, par exemple, vous voyez, j'ai Contra Force qui est la ROM numéro 1. Ensuite, j'ai Double Dragon, Battlefield, Teenage Mutant Ninja Turtle. Et puis d'un seul coup, on se retrouve sur du P, du J, du... Donc c'est pas du tout par ordre alphabétique. Et c'est vraiment pas terrible. Et au bout d'un moment, les ROM ne sont plus numérotés. Et là, enfin, on les a par ordre alphabétique. Donc cette numérotation est assez pénible. Et là encore, vous avez vu, sur la NES, ça va. Il n'y a qu'une vingtaine de jeux numérotés. Mais sur certains émulateurs, il peut y en avoir 200 ou 300. Alors c'est pénible de ne pas être par ordre alphabétique, je trouve que ça rend la recherche des jeux complexe. Notez que cette façon de présenter les émulateurs n'est heureusement pas la seule. Hein. En appuyant sur le petit bouton ici sur le côté, on accède à un menu avancé sur lequel on pourra régler le volume, avec gauche et droite sur la croix directionnelle, la luminosité de l'écran, mais on pourra aussi changer le launcher, et éteindre la console. Donc on va changer le launcher, vous allez voir ce que ça donne. On me demande si je suis sûr, je réponds oui. La console reboot, on se retape à nouveau l'horloge, il faut appuyer sur Start. Et cette fois-ci, vous allez voir que le launcher est complètement différent. C'est un launcher façon Recalbox hein, ou Batocera. Hein, comment ça s'appelle déjà ce truc-là, je sais plus, le front-end. Mais c'est beaucoup plus agréable évidemment parce que on a des grosses icônes, et sur un tout petit écran comme ça fait un bien fou. Si après je lance une console, par exemple la Mega Drive, les jeux qui sont numérotés, vous voyez la 001 Sonic, donc pareil, on n'est pas par ordre alphabétique, eux ils sont scrappés, c'est-à-dire qu'on a une sorte de petite pochette visible, mais dès que je vais sortir des jeux numérotés, par exemple si je pars à gauche ici, eh ben je n'ai plus que des icônes très sombres de manette, je ne sais même pas si vous allez les voir, pas pratique donc parce que le nom du jeu lui est toujours marqué en petit en dessous. Donc ouais, ça aurait été bien que les jeux soient pas numérotés et surtout qu'ils soient tous scrappés. Donc c'est pour ça que je vous recommande de prendre la petite carte mémoire. Parce que sur la grande, vous avez juste un immense fouillousse qu'il faudra refaire de toute façon. Donc autant prendre une carte plus petite et mettre de l'ordre dans les ROM vous-même. Plutôt que de prendre une carte immense où vous aurez juste plus de bordel et donc plus de travail, de rangement à faire derrière. Alors en plus d'être un fouillos, les ROM sont assez... Enfin le ROM set est assez pauvre parce que par exemple on n'a pas les jeux Mario, on n'a pas Tetris sur Game Boy. Est-ce qu'ils ont fait ça pour s'éviter des poursuites de copyright ou tout ça? Je pense pas, hein, parce qu'il y a tellement d'autres jeux qui eux sont là-dessus sans avoir la licence. Bon, bah écoutez, on va lancer Tennis hein, sur Game Boy, faute de pouvoir lancer Tetris. Pourquoi la Game Boy? Parce qu'on est sur un form factor de Game Boy. Et vous avez remarqué un autre truc, je pense que ça n'aura pas échappé aux plus observateurs d'entre vous. On est sur un écran carré. Donc sur des jeux comme des jeux de Game Boy, ça ne posera pas de problème. Mais par contre, vous voyez, on peut jouer sans problème. Hein. Mais par contre, sur des jeux qui utilisaient le format 4 tiers, les jeux Mega Drive ou Super Nintendo par exemple, vous allez voir que c'est un petit peu plus délicat. Mais là, ouais, la Game Boy, ça marche bien. Hein. Voilà, nickel. Je vais augmenter le son. Donc à chaque fois, il faut appuyer sur le bouton ici et sur la croix directionnelle. Mais c'est plutôt bien fait. Je vais mettre à fond. Comme ça, vous allez avoir une idée de ce que donne le volume sonore maximum. Hop. C'est propre. Hein. C'est très propre le son, franchement. Agréablement surpris là-dessus. Bon, alors, évidemment, c'est tout petit, hein, l'affichage. Mais bon, sur les jeux Game Boy, ça reste lisible. Donc franchement, rien à dire là-dessus. Oh, il m'a lobé le salaud. Allez, on va essayer de la Game Gear. Là, par contre, on a les jeux Sonic, mais pour changer, je vais vous mettre un autre jeu. Un jeu qui est inconnu, mais que j'aime beaucoup, moi, personnellement. C'est Factory Panic. Moi, je voudrais démarrer une nouvelle partie. Voilà.
Allez, Sega. Donc même chose, hein, là on est sur de la Game Gear qui elle aussi avait un écran carré. Donc ça va bien se passer. Hein. Musique libre de droit, c'est super comme ça, je ne paye pas. Le but de ce jeu est super simple, hein. Il faut, là ici, vous voyez, donner de la viande aux pauvres gens qui attendent. C'est un jeu de gauche, c'est très communiste, j'aime beaucoup. Il y a un côté un peu usine soviétique, vous avez remarqué. Hein. Voilà. Sale capitaliste. Laisse les gens manger à leur faim. Allez hop. Ah, c'est trop bien. Pas souvent qu'on voit des jeux de gauche comme ça. Hein. Et vous voyez, hein, ça a beau être petit l'écran, c'est lisible. Maintenant, on va passer sur des consoles 16 bits et vous allez voir que c'est là que les choses se gâtent. Allez, allons-y pour un Sonic 2 sur Mega Drive. Hop là. Vous allez voir comment ça va se lancer. Comme on pouvait s'en douter, l'écran va être en fait à ratatiner. C'est-à-dire qu'ils vont écraser le 4 tiers en 1-1. Donc, vous voyez, on voit bien hein, le logo Sonic qui est écrabouillé. Alors comme la résolution de l'écran est quand même pas dégueu, vous voyez que c'est lisible. Regardez le texte par exemple en haut. Enfin, si j'arrive à faire le point dessus, voilà. On arrive à le lire, il n'y a pas de problème. Et le jeu est jouable. Surtout Sonic, bon, c'est un jeu qui a besoin que d'un bouton. Donc vous voyez, même avec des contrôles rikiki, je m'en sors sans difficulté. Hop. Mais, bon, bah voilà, hein, l'écran est ratatiné. Alors, il y a plusieurs solutions pour s'en sortir. La première, c'est voilà, de changer l'aspect ratio ici. Vous voyez que là, je suis sur Stretched. Si je le mets sur Cropped, ce que va faire la console... alors, attendez. Il faut que je valide comme ça. Voilà. Ce que va faire la console, c'est qu'elle va couper les bords de l'image. C'est-à-dire que je suis en 4 tiers, mais l'écran n'affiche que la portion qu'il peut afficher. Donc, regardez le texte. Vous voyez que score et tout ça, ça a été coupé à gauche et à droite. Donc... Sur un jeu comme Sonic, c'est un peu embêtant ça, parce que le jeu étant déjà rapide de base, eh ben, j'ai moins le temps de voir arriver les choses qui sont à droite, puisqu'il me manque un bout de l'affichage. Par contre, je suis pixel perfect, c'est-à-dire que là, je ne suis pas déformé, mes pixels sont bien carrés. Mais voilà, j'ai pas tout l'écran d'affiché. Alors il y a d'autres solutions encore. Hein. Scaled, ça va vous mettre des bandes noires. Donc là, vous avez votre 4 tiers complet, c'est pas croppé, vous voyez, j'ai mon texte complet, mais c'est très petit, quoi. L'écran est déjà pas grand, et là, en plus, j'en ai une portion qui est noire et qui sert à rien. Donc là, il faut vraiment avoir de très bons yeux. C'est la méthode la plus fidèle à l'original, mais c'est petit, c'est très petit. Donc à réserver à ceux qui ont des bons yeux. Mais c'est clairement la méthode de jeu la moins pénalisante pour le joueur, on va dire, en termes de visibilité, quoi. C'est juste petit. Allez, Super Nintendo. Alors, la Super Nintendo avait une résolution qui était un petit peu déjà ratatinée de base, hein, il faut le savoir. Le 4 tiers sur Super Nintendo, en fait, s'affichait légèrement déformé parce que Nintendo a choisi une résolution un peu plus carrée. Je sais pas pourquoi ils avaient fait ça. Je pense pour limiter l'impact, vous savez, des bandes noires qu'on avait nous en Europe. C'était plutôt sympa de leur part d'ailleurs de penser à l'Europe pour une fois. Mais alors ici, évidemment, il faut utiliser les boutons L et R dans ce jeu-là. Ça va, hein, on les atteint sans trop de difficultés. Mais par contre, alors, il n'est pas dans la console, donc ça, je l'ai fait hors caméra. Hein. Mais jouer par exemple à Super Mario World, c'est super compliqué parce qu'il faut appuyer sur Y et B pour sauter. Et bah, c'est pas pratique, quoi. Les boutons sont trop petits et il y a quand même pas mal de jeux où la petitesse des boutons vous posera des problèmes. F-Zero n'est pas l'un d'entre eux, mais voilà, il faudra choisir vos jeux avec soin. Allez, on va se mater un petit jeu PlayStation. Allons-y pour de la PlayStation. Alors, on va jouer à Rayman 2 parce que dès le début, il y a une glissade avec un son constant, donc ça permet d'entendre s'il y a des glitches sonores ou des choses comme ça, parce que ça ramerait. Donc on va voir si cette minuscule petite chose est capable de faire tourner de la Play full speed. Allons-y.
Ça a l'air de bien se passer. J'ai l'impression que les temps de chargement sont accélérés aussi. Le produit chauffe modérément derrière. Hein. Peut-être que l'aluminium brossé était aussi là pour la dissipation thermique d'un aussi petit truc. En tout cas, la musique se joue sans accroc. Regardez ça, la fluidité est très correcte. Hein. On n'est pas loin du full speed du jeu original. Mais alors évidemment, on n'a pas les boutons L2 et R2 hein, sur la Play. Donc certains jeux, comme par exemple les Oddworld, seront injouables. Parce que sur Oddworld, tous les boutons latéraux servaient. Voilà, donc il faudra choisir vos jeux avec vigilance à ce niveau-là. Et puis bon, après, évidemment, on a toujours ce problème des boutons qui sont très étriqués devant ici. Hein. Autant L et R, il n'y a pas de problème, ils sont chaque doigt a son bouton. Autant là, regardez ça, mon pouce, il recouvre sans aucun problème les 4 boutons. Je suis sûr que je fais tenir ces 4 boutons-là dans un seul bouton de la manette Neo Geo, quoi. Donc forcément, voilà, faudra choisir des jeux où on n'a pas besoin d'appuyer sur trop de boutons en même temps, en particulier d'une manière verticale comme ça. Super Mario World, hein, j'y ai joué hors caméra, c'était pas topissime, hein, voilà. Faisable néanmoins, mais voilà, faudra considérer ce produit vraiment comme quelque chose comme ça pour jouer quelques minutes dans une file d'attente à la sécu, pas pour faire des longues sessions de jeu sérieuses. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce produit. Alors ce produit est vraiment super beau, ça c'est vraiment la première chose à noter, c'est quali, il y a un poids et un toucher qui est vraiment hyper premium. Ça c'est vraiment le gros point positif de ce produit-là. C'est petit, donc c'est super facile à trimballer, vous pouvez même en faire un porte-clés. C'est le produit vraiment qui déclenchera des conversations dans une soirée, quoi. Vous avez ça comme porte-clés, vous commencez à vous faire un petit Tetris ou un petit Dr Mario là-dessus. Forcément, des gens vont venir autour de vous en disant « Ah, dis donc, elle est marrante ta console, elle est tout petite, machin. » Ça va, c'est un petit peu ça, c'est le produit avec le petit effet waouh qui déclenchera des conversations. Maintenant, pour jouer à des petits jeux Game Boy, des petits jeux Game Gear, ou même quelques petits jeux NES, Master System et tout ça, ou quelques jeux Mega Drive, puisque le Mega Drive avec 3 boutons hein, de base, ça ira parce que les contrôles resteront simples. Mais quand vous allez jouer à des jeux où les contrôles sont un petit peu plus sophistiqués, c'est-à-dire de la Super Nintendo, du Mario World, des trucs comme ça, ou de la PlayStation, c'est la petitesse des boutons qui sera le plus gros problème pour moi sur ce produit. Après, l'écran, lui, il n'est pas 4/3, il ratatine l'image, mais franchement, au bout de quelques minutes, on n'y pense même plus en jeu, et on va plus maudire les petits boutons que le petit écran qui ratatine l'image. C'est un défaut, c'est sûr que je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis un écran 4/3, certainement parce qu'ils voulaient vraiment faire un truc ultra compact. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'ils auraient dû assumer le côté compact jusqu'au bout, ne mettre que 2 boutons ici, et limiter ça aux jeux console de poche. Surtout que ce produit est capable de faire tourner la plupart des consoles de poche sans problème, comme par exemple la Neo Geo Pocket, la Game Boy Advance, la Game Boy, la Game Gear. Moi j'aurais limité vraiment mes jeux aux consoles de poche 8 bits. Voilà, et assumer jusqu'au bout le côté rikiki en disant voilà, c'est vraiment juste pour jouer à des petits jeux simples avec seulement 2 boutons en façade. Ils ont voulu faire un produit qui était capable d'émuler plus de trucs. Alors, certains verront ça comme un bonus, hein. Après tout, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Ce qui peut le plus peut le moins. Vous pouvez quand même jouer dans de bonnes conditions à vos jeux de console de poche. Mais c'est un petit peu bizarre de se retrouver à jouer dans l'inconfort à des jeux qui finalement auraient pu ne pas être là, ça n'aurait gêné personne. D'autant plus que c'est le foutoir sur la carte SD fournie, et vous serez obligé de toute façon de passer derrière pour remettre de l'ordre dans tout ça. Donc c'est un produit qui est rigolo, et qui vous permettra de vous amuser, hein, sans problème. Mais c'est pas le produit que je vous recommande si vous cherchez une console de rétro-émulation sérieuse pour rejouer à vos jeux de votre enfance dans des bonnes conditions. Ça, c'est plutôt le gadget rigolo pour déclencher des conversations. Et pour ça, ce sera le produit parfait. Et bien voilà, c'était le test de cette RG Nano, une console ultra compacte qui sera plus, à vrai dire, un gadget pour déclencher des conversations dans des soirées animées qu'un produit sérieux sur lequel vous allez jouer pendant des heures, même si, théoriquement,
c'est possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!